dernier artefact de Scrum, l'incrément de produit. L'incrément de produit, c'est l'espèce de petit package là que l'on a tout à droite de l'infographie Scrum. C'est en fait une première étape vers l'objectif du produit. Si j'inspecte l'incrément, je dois être en capacité de voir est-ce qu'on est en train de progresser vers l'atteinte de l'objectif du produit. Ça doit être transparent en inspectant l'incrément. Afin de fournir de la valeur, l'incrément doit être utilisable. Ça, c'est un objectif secondaire, mais néanmoins important, c'est d'être toujours en capacité d'avoir des incréments utilisables. Si je passe 3 ou 4 sprints avec un incrément qui est inutilisable parce qu'il manquerait par exemple une couche de données ou une couche de traitement ou une couche de surface, une interface homme-machine ou machine-machine, c'est compliqué parce que mon incrément il n'est pas utilisable, il lui manque des bouts. Donc on verra notamment sur les notions de backlog refinement, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour éviter justement ce piège d'avoir des incréments inutilisables, comment est-ce qu'on peut réduire considérablement ce risque. Donc l'incrément, c'est un livrable fini, qui correspond à la définition de fini de la Scrum Team. Et chaque incrément, c'est-à-dire le fruit du travail qui vient d'être produit lors du sprint, il va venir s'ajouter à tous les incréments précédents et va faire l'objet d'une vérification approfondie, ce qui permet de garantir que tous les incréments fonctionnent ensemble. Donc on n'a pas de sprint d'intégration. À une époque dans Scrum, il y a une dizaine d'années encore, on faisait des hardening sprints. On ne fait plus de hardening sprint. On fait de l'intégration continue tout au long des sprints. On s'assure que les incréments fonctionnent bien les uns avec les autres. Quand on a plusieurs Scrum Teams, ou quand on a plusieurs équipes de développement, je devrais dire plutôt, tous leurs incréments doivent fonctionner ensemble pour ne fournir à la fin qu'un seul incrément qui potentiellement peut être poussé en production. Donc, il y a un engagement lié à l'incrément, c'est la définition de fini. Et un travail qui ne remplirait pas les conditions de la définition de fini ne peut pas être considéré comme un incrément. Il ne sera même pas présenté lors de la revue de sprint. On le remet dans le backlog de produits, ça n'ira pas dans l'incrément. Il peut y avoir parfois des exceptions. On peut avoir un doute sur une définition de fini, notamment quand il y a des définitions de fini qui ne sont pas très claires. Il peut y avoir des définitions de fini très laxistes aussi, qui font qu'on a des incréments qui embarquent de la dette technique, mais il faut que la définition de fini soit respectée. Ça, c'est vraiment une règle majeure dans Scrum. Donc il vaut mieux partir avec des définitions de fini peut-être moins ambitieuses que ce qu'on aimerait faire en réalité, quitte à avoir de la dette technique, quitte à avoir des anomalies mineures qui partiraient potentiellement en production, mais qui restent acceptables pour le développement du produit, et augmenter petit à petit la définition de fini. D'accord? Plutôt que d'avoir des définitions de fini d'entrée de jeu très ambitieuses qui font que c'est tellement compliqué d'avoir un produit fini qu'on ne livre qu'un seul élément du backlog de produits à chaque release. Là, c'est vraiment problématique. Donc, l'engagement lié à l'incrément, c'est la définition de fini qui doit apporter de la transparence et qui permet à chaque personne de comprendre le travail qui a été réalisé pendant le sprint. Ça sert à ça la définition de fini. Donc la définition de fini doit être compréhensible par tout le monde. Ça ne doit pas être que du langage technique. Si c'est que du langage technique, il va falloir enrober un petit peu, expliquer, voire faire un chapitre d'introduction qui permet de comprendre, et puis ne pas balancer la definition of done comme ça par mail, vas-y débrouillez-vous avec ça, mais l'expliquer aux parties prenantes. Pour s'assurer que on est tous bien d'accord sur qu'est-ce qu'on considère comme un produit fini. C'est pas au moment où on va mettre en prod qu'il va falloir venir pleurer, « Ah, mais il y a des anomalies ». C'est un choix qui a été entériné au départ. Ce sont des anomalies mineures qui n'empêchent pas d'utiliser le produit,
qui sont jugées comme acceptables. Et il n'y en a pas des centaines, il y en a un nombre maximum. Donc, si un élément du backlog n'est pas conforme à la définition de fini, il ne peut pas être publié, ni même présenté lors de la revue de sprint. Cette phrase, elle est issue du guide Scrum. Il est renvoyé dans le backlog de produit. Si la définition de fini n'est pas une convention de l'organisation, l'équipe de production doit établir une définition de fini appropriée pour le produit. Donc, c'est l'équipe de production qui établit la définition de fini, qui la rédige, mais c'est toute la Scrum Team qui la valide et qui s'engage sur cette définition de fini. Mais c'est l'équipe de production qui la rédige. Donc on a bien ces deux déclarations dans le guide Scrum qui clarifient le périmètre de responsabilité de chacun. Et si on a plusieurs équipes qui travaillent sur un même produit, on a une seule définition de fini. Donc là, tout le monde doit se mettre d'accord sur la même définition de fini. Attention, quand on la fait évoluer, il faut que tout le monde soit au courant, tout le monde soit d'accord. Cette définition de fini, elle s'applique à tout le monde. Donc la définition de fini, elle va évoluer au fur et à mesure des sprints. On va accroître progressivement les exigences, plus ou moins vite, plus ou moins fort. Ça dépend des équipes, ça dépend de comment se passe le développement du produit, ça dépend des exigences qu'on peut avoir, des retours des utilisateurs ou des consommateurs. Mais on va retrouver dans la définition de fini les contraintes de l'organisation, qui sont les prérequis de l'organisation. On va retrouver les contraintes du produit. On va retrouver des exigences métiers qui sont de préférence issues d'un référentiel d'exigences, et puis des exigences techniques. Ça, c'est des éléments qu'on va retrouver dans quasiment toutes les definitions of done portant sur le développement à peu près de n'importe quel produit ou service. On aura toujours des contraintes et des exigences, que ce soit un produit, un service ou autre chose. On peut retrouver dans une definition of done d'autres éléments qui sont là plus spécifiques à certaines activités. Par exemple, des normes de code à respecter, FXCode par exemple, des patrons de conception à respecter, les fameux design patterns, une charte graphique à respecter, des taux de couverture de code unitaire ou correspondant à du test-driven design, un index de maintenabilité. On peut avoir un coefficient ou index de maintenabilité en dessous duquel on considérerait que l'incrément n'est pas done. Là, on est en train d'embarquer trop de dettes techniques. On va avoir une application qui va coûter trop cher en maintenance. Donc, on ne délivre pas l'incrément. Ça peut être une condition qui fait partie de la definition of done. On peut avoir un nombre d'anomalies maximales. On n'autorise pas qu'il y ait plus de tant d'anomalies mineures ou majeures. On va éviter d'avoir des bloquantes. Ça, en général, ce sera 0. On peut avoir un taux de dette technique à ne pas dépasser. On peut avoir des critères SonarCube à respecter. On peut avoir une liste comme ça extrêmement longue des éléments qu'on va chercher à respecter dans la definition of done. En conclusion, ce qu'il faut retenir de l'incrément et de l'engagement lié à l'incrément, c'est que tout le monde doit pouvoir l'inspecter, qu'on doit pouvoir comprendre la definition of done. C'est vraiment un facteur clé de réussite des projets avec Scrum. Si vous avez des parties prenantes qui ignorent complètement la definition of done, qui ne s'y intéressent pas, qui ne sont pas sensibilisés, ça pose des problèmes de compréhension. On peut se retrouver avec des parties prenantes qui ne comprennent pas pourquoi certains sprints ont produit moins que d'autres. C'est parce que, par exemple, on rembourse de la dette technique. On peut avoir des parties prenantes qui sont plus sensibles à l'investissement sur un projet qu'à la maintenabilité du projet, pour diverses raisons. Par exemple, c'est eux qui payent l'investissement, mais ce n'est pas eux qui paieront la maintenance. Donc là, on est sur des conflits d'intérêts. Eh bien, il va falloir faire preuve de pédagogie, enseigner les différents enjeux, les différents risques potentiels qu'il peut y avoir. Quand une entreprise, alors très souvent, une entreprise est sensibilisée à ces enjeux le jour où elle a une attaque informatique. Il y a une cyberattaque, alors là, tout de suite, on va se préoccuper de la dette technique qu'il y a sur toutes les applications.
il va y avoir des audits internes et on va décortiquer toutes les applications et il va y avoir des consignes pour tout remettre au carré. Bon, bah, le problème, c'est que là, on est en gestion de crise. Et si on est sur des applications de gestion, si on est sur des applications qui sont clés sur le fonctionnement de l'entreprise, qui impactent la paye, les ressources humaines, le business, euh, aborder les sujets de dette technique, c'est pas superflu. Et utiliser voilà, les cyberattaques comme élément de sensibilisation, ça fonctionne bien, hein. C'est un peu retors comme méthode, mais ça fonctionne. Voilà, c'est tout pour avoir une compréhension générale déjà du backlog de l'incrément, pardon, et de la définition de fini.